Chers amateurs d'art, bienvenue. Posons-nous aujourd'hui une question un peu étrange, inattendue même. Méduse habitait-elle dans les backrooms? Je vais vous demander d'accepter de vous laisser porter par cette vidéo et de vous prêter au jeu de cette expérience de pensée. Méduse est un personnage issu de la mythologie antique. Les backrooms sont une création d'Internet. Difficile de faire plus opposé. Alors laissez-moi vous prouver que les apparences sont parfois trompeuses. Commençons tout d'abord par une rapide présentation de notre personnage principal. Qui est Méduse? Elle est une gorgone. Au nombre de 3, ce sont des monstres, des femmes aux traits hideux, à la chevelure de serpent et ayant 2 défenses de sanglier. Elles ont le pouvoir de vous tuer d'un seul regard. Méduse a la particularité d'être mortelle, contrairement à ses sœurs. Et c'est cette mortalité qui va la rendre tristement célèbre. L'épisode le plus connu de son mythe est sa décapitation par Persée. C'est souvent ce moment-là qui est représenté dans l'art. La manière dont Persée la tue en dit beaucoup sur sa dangerosité. Aidé par les nymphes et des objets magiques, il la surprend et tranche sa tête pendant son sommeil. Il ne s'agit donc pas d'un combat à armes égales, mais d'un meurtre. Quand on sait cela, les représentations de Méduse les yeux écarquillés et la bouche ouverte en un cri silencieux n'en deviennent que plus poignantes. Elle nous montre cet infime instant d'éveil où elle prend conscience de sa mort alors que sa tête est déjà détachée de son corps. Caravage a représenté ce moment exact avec finesse, originalité et virtuosité. La première chose qui interpelle dans cette œuvre est son format et son support. Il s'agit d'un bouclier de parade et non d'une toile. Le bouclier est un objet militaire qui fait sans doute écho à l'égide d'Athéna. Un bouclier en peau de chèvre qui lui aussi a la tête de Méduse en son milieu. La comparaison s'arrête là cependant. La représentation de Méduse à l'Antiquité est bien différente de celle de la Renaissance. Dans l'œuvre du Caravage, il ne s'agit pas d'un mascaron ornemental stylisé, mais bien d'une tête de femme à la chevelure serpentine, dont les traits sont déformés en un cri muet, nous laissant voir sa langue et ses dents. Chose très rare dans la peinture à cette époque. Toute la force de cette œuvre réside dans ce cri, cette exclamation de stupeur et de rage tellement bien exprimée par le peintre que nous l'entendons dans notre esprit en la regardant. C'est dans ces détails que se trouve l'essence des chefs-d'œuvre en peinture, quand en regardant un tableau, vous entendez ce qu'il s'y passe. Pour en revenir aux Gorgones, nous ne savons pas exactement où elles habitaient, mais les mythes indiquent 2 endroits. Homère, dans l'Odyssée, stipule qu'elles habitent sur la porte des enfers. Hésiode, quant à lui, dit qu'elles habitent près d'Océan, à la limite. Quelle est donc la particularité de ces lieux pour qu'ils nous intéressent autant? Pour bien saisir cela, il faut comprendre comment les Grecs anciens pensaient le monde. Pour eux, la Terre était plate et était encadrée par le fleuve Océan qui en était la frontière naturelle. Et déjà là, nous comprenons mieux ce que près d'Océan à la limite veut dire. Méduse vit à l'extrême limite du monde connu. Quelque part, elle est le monstre qui garde cette frontière, cet espace de transition entre le connu et l'inconnu. Autrement dit, elle est là pour empêcher l'accession à un autre monde. Les enfers sont aussi un autre monde dans la mythologie grecque. Ils sont l'endroit où habitent les morts et le royaume d'Hadès. Les vivants n'y ont pas accès. Méduse, en habitant au-dessus, a pour rôle à nouveau de garder cette frontière entre les vivants et les morts. C'est un espace de transition, car si on lit l'Odyssée, on apprend que près de la bouche des morts se trouve une multitude de spectres qui sont les âmes des défunts remontées à la surface. Méduse n'habite donc pas n'importe où, elle habite dans un espace vide où les hommes n'ont pas le droit d'aller, très probablement étrange, car à la limite du monde connu. Méduse habite un espace liminaire. Autrement dit, Méduse habitait les backrooms de l'Antiquité. Que sont les backrooms ? En français, les arrière-salles, les backrooms, sont une légende urbaine de type horrifique diffusée sur Internet. La photo que vous voyez est l'image qui a inspiré la première formulation du mythe des backrooms. C'est un lieu accessible en se noclipant. Noclipant désigne dans le langage du jeu vidéo le fait de traverser un mur ou une texture, et donc d'atteindre un endroit auquel vous ne devriez pas normalement avoir accès, puisqu'il s'agit d'un bug. Si je reformule l'idée autrement, on peut accéder au backroom grâce à un bug dans la réalité qui nous permet d'un coup d'entrer dans un espace autre, inconnu et menaçant. Voici la première version du mythe. Si vous êtes imprudent et que vous noclipez de la réalité au mauvais endroit, vous vous retrouverez dans les backrooms où il n'y a rien d'autre que la puanteur de la vieille moquette humide, la folie du monochrome jaune, le bourdonnement incessant des néons.
Vous êtes piégé dans approximativement 60 millions de miles carrés de pièces vides segmentées au hasard. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer à proximité, parce qu'il est certain que cette chose vous a entendu. La particularité des backrooms, comme vous pouvez le voir, est que ce sont des espaces principalement vides qui créent en nous cette sensation de mal-être et d'étrangeté. C'est un univers extrêmement vaste qui s'étend sur plusieurs étages et qui est peuplé de monstres tout en semblant être majoritairement vide. Nombreux sont ceux qui s'y aventurent ou y tombent, mais personne n'en est revenu. Maintenant que nous savons qui est Méduse et où elle habitait et ce que sont les backrooms, pourquoi avoir choisi ce rapprochement ? Parce qu'en fait, Méduse et les backrooms sont des manières de penser l'autre, l'étrangeté et ce que l'on ne connaît pas. Elles nous permettent aussi d'explorer une partie plus sombre et violente de notre psyché. Analysons les choses méthodiquement. Le monde grec est un monde clos, renfermé sur lui-même, entouré d'inconnus. On ne sait pas ce qui se trouve de l'autre côté d'océan, ou derrière la porte des enfers. L'inconnu à cette époque pouvait encore se trouver sur Terre, de l'autre côté d'eux, en dessous du monde dans lequel tout un chacun existait. Maintenant, nous savons que la Terre est ronde et qu'il n'y a pas d'autre côté de notre Terre. Et nous savons aussi qu'en dessous de nos pieds se trouve la croûte terrestre, du magma et le noyau de notre planète. Le lieu inconnu et étranger ne peut plus se trouver sur Terre, il s'est donc dématérialisé. Quelque part, les backrooms sont un déplacement, une réactualisation d'une partie du mythe de Méduse. Une question se pose alors. Comment l'art aide-t-il l'homme à représenter ces lieux liminaires et les monstres qui l'habitent? Et quels sont les enjeux de ces représentations? Soyons clairs, personne n'a jamais rencontré Méduse et personne n'est jamais réellement allé dans les backrooms. Tous deux n'existent que par les récits et les images qui sont produits à leur sujet. Cette mécanique est très intéressante pour nous, amateurs d'art, car elle nous montre l'importance de l'image dans ce contexte. Elle est ce qui donne corps au récit. Elle est une couche supplémentaire de réalité, transférant ainsi aux monstres et aux lieux qu'ils habitent une probabilité d'existence accrue. Quelque part, ce que nous pouvons voir est déjà là, même si nous savons que c'est impossible. Une autre chose affleure très vite, c'est la violence qui imprègne tant le mythe de Méduse que les backrooms. Les représentations de Méduse sont toujours violentes, que ce soit Persée qui tient sa tête décapitée ou encore quand elle endosse au XIXe siècle le rôle de la femme fatale. Elle devient alors une icône subversive, dangereuse, capable de violenter et de rivaliser avec les hommes. Dans une société patriarcale et conservatrice, ce n'est pas rien. Les backrooms sont un lieu de non-droit. Du moment que l'on tombe dedans, tout devient permis puisque le but est d'y survivre. Et pour ce faire, vous pouvez être emmené à tuer des monstres, mais peut-être aussi vos semblables. Les règles sociales et les tabous y sont brisés. Tout ce qui compte, c'est de rester en vie. Il y a donc une double fonction de l'image dans les mythes et les légendes. Tout d'abord, elles incorporent le récit, lui donnent une chair, une texture, un semblant d'existence. Mais elles servent aussi d'exutoire, de butée à nos penchants les plus inavouables. Si l'acte de tuer est socialement inacceptable, tuer un monstre est permis. Il est une forme d'existence que nous tenons sciemment à distance et à laquelle nous refusons de nous identifier. Nous pouvons donc tuer ce monstre en image, relâcher de manière symbolique cette part de violence inhérente à l'humain, mais qui se retrouve entravée, jugulée par l'organisation sociale. Et cette explosion de violence ne peut arriver que dans les lieux limitrophes, liminaires, qui existent sans exister afin qu'elles ne menacent pas l'ordre établi. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette exploration un peu décalée du mythe de Méduse et des backrooms vous aura plu et vous aura permis de voir comment nos sociétés réactualisent sans cesse les mêmes mythes, les mêmes problématiques, tout en les incorporant dans le langage tant parlé que visuel d'une époque donnée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, cela m'aide à gagner en visibilité. Prenez soin de vous et à bientôt!